Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. J-28 avant le premier tour des élections municipales. Ce sera un test électoral pour la majorité et un souci supplémentaire à Paris depuis que Benjamin Griveaux a décidé d'abandonner la course après la divulgation d'une vidéo porno. Et il y a aussi la réforme des retraites. Demain, les députés vont attaquer les vrais débats à l'Assemblée nationale. Les oppositions vont tout faire pour que la réforme ne passe pas, alors que le gouvernement, lui, voudrait que le texte soit voté avant les élections municipales. Autrement dit, ça va être un vrai bras de fer. Et on va en parler ce midi avec nos deux invités. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour Francis Letellier. Vice-président du MoDem et président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Et bonjour Mathilde Panot. Vous êtes, vous, vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. L'événement de la semaine, c'est la première victime mortelle du coronavirus en Europe et en l'occurrence en France, à Paris, un Chinois de 80 ans qui est décédé vendredi. Il était hospitalisé depuis fin janvier. Un 12e malade diagnostiqué cette fois en Haute-Savoie, au Contamine-Montjoie, pas très loin de chez vous, Patrick Mignola, puisque vous êtes député de Savoie. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a indiqué que la France se prépare à toute éventuelle propagation du virus et elle va recevoir les professionnels de santé mardi pour faire le point. Est-ce que vous pensez que tout le dispositif est mis en place pour éviter une contagion ? En tout cas, le filet de protection médicale fonctionne. On était d'ailleurs avec le président de la République à Chamonix cette semaine, vous le savez, sur la biodiversité. Il a tenu à rencontrer les personnels à Contamine-Montjoie. Ce sont des gens absolument remarquables et c'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'on voit qu'on a un système qui fonctionne. Voilà. Mathilde Panot. Oui, je pense que sur la question du coronavirus, on peut féliciter les personnels de Santé publique France qui gèrent ça, je crois, de manière extrêmement raisonnable et sérieuse. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il y a depuis maintenant 11 mois une grève des soignants dans notre pays et ça pose le problème politique aussi de savoir quel système de santé on aura à l'avenir. Ça peut peser sur les soins ou en tout cas le suivi de l'épidémie, cette grève ? Alors, sur le suivi de l'épidémie, comme les gens sont mis à part, dans un système à part, normalement, ça va à peu près. Donc, normalement, ça devrait être géré. Il ne faut pas avoir de psychose, je pense, sur cette question-là. Mais par contre, si on avait, par exemple, ce qui se passe en Australie avec des feux extrêmement forts, des nouvelles maladies liées aux pollutions, aux pesticides qui existent, là, on aurait un problème, effectivement, très fort. Et d'ailleurs, ça fait 11 mois que les soignants et les soignantes le disent. Alors, on parle d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est très mobilisée sur le coronavirus. Ce qui l'empêche, a-t-elle dit, de se lancer dans la campagne pour les municipales à Paris, où elle était attendue. Et justement, son nom circule avec insistance depuis quelques heures pour remplacer Benjamin Griveaux, dont je disais qu'il a quitté la partie à cause d'une vidéo porno qui a été diffusée. On va y revenir tout à l'heure. Patrick Mignola, est-ce que c'est envisageable pour vous qu'Agnès Buzyn, et est-ce que c'est souhaitable, se lance dans la campagne aux municipales pour remplacer Benjamin Griveaux ? Alors, comme ministre de la Santé, elle gère effectivement très bien cette pandémie sur le coronavirus. Elle a un énorme défi à relever, c'est celui de l'hôpital public, et je suis d'accord avec ce que dit Madame Panot. Ce sont des professions, ces professions médicales que toute la société admire, mais que la société paye mal. Parce que pendant 20 ans, on a baissé leur budget, et que désormais, il faut les remonter. Est-ce qu'Agnès Buzyn, vous souhaitez qu'elle soit candidate à la place de Benjamin Griveaux ? Mais moi, je pense que notre système fonctionne, que la structure fonctionne, et qu'à Paris, on a besoin d'un nouvel élan. On a besoin d'un plan B qui peut être un plan B Buzyn, parce qu'un plan B Buzyn, c'est aussi un plan B bienveillance. Agnès Buzyn, c'est une femme de très grand talent et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Et ça manque beaucoup dans cette campagne à Paris, parce qu'on connaît les grands sujets parisiens. C'est ce qu'avait proposé François Bayrou, souvenez-vous. Est-ce que vous êtes en train de dire que si certains avaient écouté François Bayrou, on n'en serait pas là aujourd'hui ? Je crois qu'il ne faut pas penser l'avenir uniquement en regardant dans le rétroviseur. François Bayrou a souvent plutôt du pif pour choisir les candidatures. En l'occurrence, je crois surtout que Agnès Buzyn ferait une très bonne maire de Paris. La décision lui appartient. C'est à elle de regarder comment elle peut rassembler. Mais vous allez tout faire pour la convaincre, si je comprends bien au MoDem. Mais en tout cas, on sera là pour contribuer à la place qu'est la nôtre à toutes les passerelles possibles pour qu'autour d'Agnès Buzyn, un large rassemblement se fasse et qu'on puisse éventuellement gagner. On a compris très clairement qu'Agnès Buzyn, c'est votre candidate. Mathilde Panot, vous y ajoutez quelque chose ? Je pense que ça serait une bonne occasion pour les Parisiens et les Parisiennes. Ils pourraient à la fois sanctionner LREM, la retraite en moins, et puis sanctionner aussi celle qui est en train de tuer l'hôpital public, parce que contrairement au coronavirus dont on parlait juste à l'instant, qui pour le coup, oui, il faut admettre que c'est bien géré, là on est sur une situation où les soignants depuis 11 mois demandent des moyens supplémentaires, des lits supplémentaires, et aucune réponse n'est apportée, alors que ça fait 11 mois qu'ils font grève. On a déjà apporté quelques-unes. 800 millions d'euros pour la PHP. Oui, ça ne suffit pas. Il y a 8 milliards en moins qui ont disparu en 10 ans. Eh oui. Mais comme il y a 10 ans, on n'était pas là, il faut effectivement non. de faire Vous continuez. Ça a été dans les budgets notamment de l'année dernière. Vous l'avez même su. Elle serait attendue au tournant, Agnès Buzyn. Il va falloir la convaincre d'aller dans la bataille. Elle ne connaît pas ça, Agnès Buzyn. Vous allez la convaincre ?
Mais vous savez, on n'est pas obligé de faire de la politique uniquement dans un esprit de bataille. Mais vous allez réussir à la convaincre, vous croyez ? Mais je ne sais pas. C'est vraiment un choix personnel de sa part, parce qu'une élection comme une municipale à Paris, c'est vraiment la rencontre avec le peuple de Paris. Et on sait ce que sont les grands sujets parisiens sur sécurité, propreté, mobilité, sur les dettes financières, les dettes écologiques. Mais au-delà de ça, il faut mettre du lien, il faut mettre de la chair. Et je crois qu'elle a cette patte humaine pour faire de la politique différemment. Cette semaine, Patrick Balkany, l'ancien maire Les Républicains de Levallois-Perret, poursuivi pour faute fiscale, prise illégale d'intérêt, a été remis en liberté pour des raisons de santé. Il y a aussi le débat sur les retraites qui va connaître un nouvel épisode à la fois à l'Assemblée et dans la rue. Les portes de la prison de la Santé s'ouvrent sur la voiture de Patrick Balkany. Vitre ouverte, l'homme très amaigri fait un signe aux journalistes. La Cour a demandé, indiqué que c'était plus possible et qu'il fallait le laisser sortir pour se soigner. Patrick Balkany a tenu à se rendre à la mairie de Levallois-Perret pour y saluer élus et collaborateurs. Une dernière étape avant de rejoindre son domicile. Entrée du palais de justice bloquée, report des audiences, demande de remise en liberté. Depuis le début de la grève, les avocats multiplient les actions pour faire reconnaître la particularité de leur régime de retraite et pour exprimer leur inquiétude concernant l'avenir de la profession. C'est la grande question de la réforme des retraites. Comment va évoluer la valeur du point ? Problème, aucun chiffre ni aucun indice n'existe encore. Il nous faut créer un indicateur de référence qui regroupe l'ensemble des revenus d'activité. Il invente un indicateur, il fonde sa réforme sur un indicateur qui n'existe pas aujourd'hui. Les syndicats veulent élargir la prise en compte de la pénibilité aux postures difficiles, aux charges lourdes, aux vibrations et aux risques chimiques. Demande refusée pour l'instant par le gouvernement. Je prends acte que notre commission n'est pas en mesure d'achever la discussion des articles du projet de loi ordinaire. En cause, la trop grande quantité d'amendements, 22 000. C'est du coup le projet initial du gouvernement qui sera présenté à partir de lundi dans l'hémicycle. Un déplacement au sommet, mais peu de nouvelles annonces. Emmanuel Macron s'est rendu sur la fameuse mer de glace, dont la fonte est devenue le triste symbole de l'impact du réchauffement climatique. Mathilde Panot, Patrick Balkany, sorti de prison pour des raisons de santé. Quelques heures après, il donnait des interviews. Est-ce que ça vous choque ? Non, moi je ne suis pas médecin. Si un médecin estime que sa condition physique n'est pas compatible avec une détention, alors oui, nous sommes, parce que c'est le respect des droits humains, pour qu'une personne dont la santé n'est pas compatible avec un emprisonnement soit sortie de prison. Le problème, c'est que Là où moi j'ai un problème, c'est que si M. Balkany peut effectivement sortir de prison, c'est pas le cas de beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, et notamment de santé mentale. L'Observatoire international pour les prisons montre que 20% des détenus ont un problème psychiatrique, et d'ailleurs que la surpopulation l'aggrave. Et malheureusement, ces personnes sont toujours en prison. Et d'ailleurs, le gouvernement que vous soutenez a justement enlevé les subventions à l'Observatoire international des prisons, ce qui est un problème sur le respect des droits humains. Sur Patrick Balkany, libéré, est-ce que ça vous étonne, cette décision ? Pas de polémique sur le sujet. Moi, je pense que Levallois-Perret, surtout, doit ouvrir une nouvelle page de son histoire. Voilà. Et fermer cette parenthèse Balkany pour que de nouvelles femmes, de nouveaux hommes puissent travailler à leur service. Ce n'est pas un très bel exemple pour la démocratie d'avoir des élus qui sont ainsi condamnés. On va en venir maintenant aux retraites. 10e journée d'action demain, 2 mois de mobilisation et le débat qui arrive à l'Assemblée nationale. 41 000 amendements, la moitié de la part de la France insoumise. Vous allez refaire le coup de l'obstruction, hein, c'est ça que vous voulez faire. Une grève du zèle, on appelle ça. Est-ce que vous pensez vraiment faire reculer le gouvernement ? Écoutez, en tout cas, ça fait plus de 2 mois que la majorité de la population française est opposée à cette réforme. Ils l'ont dit de toutes les manières qui soient, en déposant leurs outils et leurs uniformes, en manifestant à plus de 1,8 million de personnes, en faisant une grève qui est une des grèves la plus longue qui ait existé de la 5e Mais le gouvernement République. Et le gouvernement n'entend rien. Donc nous, on n'a pas fait seulement de l'obstruction, parce que dans la discussion qui a eu lieu, en tout cas sur le début de la discussion, ça nous a permis aussi de faire apparaître des points qui étaient jusqu'alors masqués. Et dans le sujet que vous avez passé juste avant, on voit notamment que le coefficient qui va déterminer la revalorisation du point entre la valeur d'achat du point et la valeur de service quand vous aurez votre pension, se base sur un indicateur qui n'existe même pas. Qui n'est pas un indicateur de l'INSEE. Donc nous, ça nous a permis aussi d'argumenter et de montrer point par point que nous n'étions pas d'accord avec cette réforme à points et que nous proposons
une contre-réforme de la retraite à 60 ans. Au-delà de ça, est-ce que cette bataille d'amendements, c'est une façon pour vous aussi de vous poser comme l'opposant numéro 1 au gouvernement face aux autres groupes et face aux autres opposants? Non, c'est pas. En tout cas, il y a de ça aussi. Oui, alors en démocratie, il y a une majorité, une opposition. Nous faisons notre rôle et notre travail d'opposition. Et vous voulez montrer que vous êtes l'opposant numéro 1? En tout cas, que nous sommes en désaccord complet avec la réforme à points. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'une réforme à points parce que dans tous les pays où elle a été mise en place, ça a conduit à augmenter le taux de pauvreté chez les retraités et à amener petit à petit à la capitalisation. Et la capitalisation, c'est la fin de la solidarité entre les générations. Nous ne sommes pas d'accord, donc nous utilisons tous les moyens parlementaires que nous avons pour les faire reculer. Il y a un enjeu politique aussi pour vous. Mais bien sûr, nous voulons faire écho à la colère qui existe dans le pays. Mais aussi être les rois, entre guillemets, de l'opposition. Mais c'est pas une question de roi, c'est une question que là, vous avez une réforme qui est décriée par absolument toutes les professions, par la majorité des Français. Comment est-ce possible qu'ils continuent à passer en force? Ça, c'est pas possible. Patrick Mignola, vous faites partie de la majorité, mais vous allez aussi déposer des amendements au MoDem. Ça veut dire qu'il y a débat au sein de la majorité autour de cette réforme? Je pense que comme tout texte qui vient à l'Assemblée, on peut l'améliorer. Mais je crois surtout qu'il faut remettre de la clarté. C'est ça que j'espère dans le débat parlementaire. Il n'est pas clair, Mais non, parce que je crois que les oppositions au sens large, et c'est légitime, ont beaucoup embrouillé les esprits et le débat, et au fond, expliquent assez bien l'inquiétude des Français aujourd'hui. Si on veut se dire en une minute ce que c'est que cette réforme, au fond, c'est un système par répartition, exactement comme le même système d'aujourd'hui. Par point, on gagne des points pour chaque journée travaillée au lieu de les gagner au trimestre. Et nous, on ajoute 3 choses. On ajoute de l'équité parce qu'on fait disparaître les régimes spéciaux, progressivement parce qu'on respecte les personnes qui travaillent dans ces régimes. 2, on met plus de solidarité parce qu'aujourd'hui, il y a des sacrés trous dans la raquette, notamment pour les femmes, les agriculteurs, les commerçants, les artisans. C'est pire avec votre Et réforme. 3, on met de la solidité. Ben oui, c'est une réforme de gauche socialement et de droite économiquement. Alors, vous voulez pas croire le côté social, les mots les uns après les et ça vous autres, déplaît sûrement qu'on veuille l'équilibre. Universel que vous arriverez à faire croire justement, ça. parce les que... gens, vous n'allez pas répéter aux côtés de Monsieur Legendre, notamment, que vous avez été trop subtil, trop intelligent. Mais les gens, ils ont compris ce qui se passe. Alors, et quand même, je ne comprends pas comment vous pouvez cautionner que le Parlement se fasse marcher dessus comme on est en train de c'est vous qui êtes en train d'autodétruire le Parlement. Vous ne faites pas de l'opposition-proposition, vous faites de l'opposition-obstruction. Vous êtes en train d'autodétruire le Parlement. Ordonnances, c'est pas nous qui faisons une procédure accélérée sur quelque chose qui va changer la vie de millions de Français. Ça fait 15 jours qu'on y est, ça fait 15 jours que vous répétez la même chose toutes les 20 minutes. C'est pas du débat parlementaire. Vous disiez il y a besoin de clarté. Et vous allez proposer des amendements au nom du MoDem. Sur quoi? Nous, on va faire 8 amendements. Pas 20 000. Non, mais en gros, vous n'allez pas les développer tous. Avec 2 priorités. La première priorité, c'est la pénibilité. Parce qu'enfin, il faut qu'on trouve la solution de la pénibilité. Alors, c'est quoi la solution? Nous, on propose que ce soit discuté par branche. Il y a plutôt qu'avoir un système hyper compliqué que les entreprises n'arrivaient pas à appliquer avant, que ce soit décidé dans les branches, par les syndicats patronaux et salariaux. On prend les risques sécu et on les discute par branche. Et la deuxième chose, c'est les droits familiaux, puisqu'on améliore la situation des femmes considérablement dans cette réforme, et on veut améliorer la situation pour le 3e enfant, et aussi la situation pour le 2e enfant, parce qu'aujourd'hui, on fait des enfants plus tard. Parfois, on hésite à faire le 2e enfant, parce que le quinquennat Sarkozy, comme le quinquennat Hollande, ont déchiré la politique familiale. Il faut qu'on profite de la réforme. Donc, vous reconnaissez qu'il y a débat, il risque d'y avoir débat au sein de la majorité. Ça ne va pas forcément être simple au sein de la majorité. Mais heureusement. Sinon, on dirait que la majorité est une majorité de godilles. Il va y avoir débat. Il peut y avoir des défaillances au sein de la majorité. Mais ce n'est pas forcément des défaillances. C'est qu'aujourd'hui, on a un texte qui est un bon texte, qui est vraiment la première brique du contrat social qu'on doit proposer aux Français. Il ne faut pas qu'on la rate. Il faut qu'on la réussisse. Mathilde Panot, vous voulez dire un mot et puis après Oui, 2 mots sur ce qui a été dit. La première des choses, c'est que M. Pietraszewski, qui est actuellement secrétaire d'État sur la question des retraites, est celui qui était rapporteur du texte sur le Code du travail, la destruction du Code du travail, nous on dit. Notamment qui a fait un Code du travail entreprise par entreprise. Donc en termes d'universalité, on est extrêmement loin. La deuxième des choses, c'est que c'est ce gouvernement qui, en tout début de mandat, a supprimé 4 critères de pénibilité, notamment le port de charges lourdes et le risque d'exposition. Mais c'est ce que vous voulez réintégrer, si j'ai compris. Exactement. Donc, mais vous nous avez, à chaque réforme, vous nous avez annoncé que la nuit allait tomber sur la France, sur le Code du travail, sur la SNCF, sur la réforme de la formation professionnelle. Non, la nuit n'est pas tombée sur la France. Les égoutiers, au contraire, ils vont crever on a des impôts qui baissent, on a plus d'apprentis, on a un chômage qui baisse. On a plus de il n'y a pas de chômage qui baisse. Juste pour revenir, Mathilde Panot. Mais non, demain, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. C'est pas des choses fausses. On essaye de dire des choses à peu près justes et vous dites non, c'est pas vrai. Il n'y a pas que moi, il y a des experts, des économistes et des associations qui disent ça. Bien. Et notamment, il y a un décret sur l'assurance chômage qui a été passé qui est
tous les syndicats sont en train de dire que c'est une horreur ce qui a été fait, et tous les syndicats sont debout. Je pose la question. Il y a demain le débat qui commence à l'Assemblée nationale, et demain, la France insoumise appelle à une assemblée populaire. C'est quoi? Qui vous y attendez? C'est une manifestation de plus? C'est quoi? L'Assemblée populaire, c'est une assemblée qui commencera en même temps que les débats commenceront dans l'hémicycle. Mais c'est quoi? Alors, dans cette Assemblée populaire, vont parler à la fois des députés qui feront l'aller-retour entre l'hémicycle et le dehors de l'hémicycle pour expliquer ce qui est en train de se passer, parce que c'est un sujet qui intéresse énormément les Français et les Françaises. Vous attendez des syndicats qui viennent là? Oui, il y a des syndicalistes qui seront là, vous aurez des avocats qui vont venir parler, vous aurez des soignants. C'est quoi? Mais c'est une manifestation, c'est quoi? C'est une manière de partager les arguments contre cette réforme et de montrer que nous pouvons faire autrement. C'est-à-dire la pression de la rue, la pression de la rue. Il y a quand même un symbole au moment où on est en train de marcher sur la souveraineté populaire, de la mettre à bas complètement, de recréer en dehors une assemblée populaire qui justement discute de ce qui se passe à l'Assemblée. Et je pense que c'est un symbole. C'est vous qui organisez la guérilla parlementaire. Ne dites pas qu'on méprise la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, elle doit s'exprimer dans l'Assemblée nationale et pas en répétant de façon circulaire tous les amendements identiques. Est-ce que la majorité des Français sont opposés à cette réforme, oui ou non? Mais moi, je rencontre des Français tous les jours. Il y en a beaucoup moins que vous le prétendez. Et surtout, ils ont besoin de clarté parce que ça les concerne. Si vous en êtes si sûr, faites le référendum. Ah, mais c'est toujours une très bonne idée de donner la parole au peuple. Mais vous ne donnez pas la parole au peuple, vous voulez donner la parole à la rue. C'est extrêmement différent. Le peuple, il s'est déjà exprimé lors de l'élection présidentielle, lors de l'élection législative. À chaque fois, on n'a rien caché de cette réforme. Sur le fait qu'on voulait une réforme qui s'adresse à tous. Non. Et désormais, il faut qu'on puisse l'appliquer à chaque Français. Alors non. Et à chaque Parce que je voudrais poser une question à Patrick. Je veux poser une question. Ni à l'âge de la retraite, ni au niveau des pensions, c'est le contraire. Mais on ne touchera pas au niveau des pensions, on va les protéger. Vous devriez nous aider à faire ça. Patrick Mignola, le gouvernement veut aller vite. Il veut que ce soit adopté avant les municipales, en première lecture. Vous avez été le premier, vous, à suggérer l'utilisation du 49.3 pour accélérer tout ça. Vous regrettez que le gouvernement l'exclue? Non, moi je comprends très bien le gouvernement, parce que c'est compliqué, le 49.3 c'est un gros mot, donc moi je dis des gros mots pour éviter les petits débats. Et en l'occurrence, 49.3 c'est quoi? C'est un débat sans vote. Pour le moment, je constate qu'on a un débat sans débat. Donc j'espère que dans les 2 semaines qui viennent, on aura un vrai Sinon, débat. 49.3, vous y êtes toujours favorable? Je crois qu'on peut aller plus loin que 2 semaines. On peut peut-être faire 3, peut-être faire 4, mais n'oublions pas qu'après on ira au Sénat, que ça reviendra en 2e lecture à l'Assemblée nationale. Les retraites, nous en parlerons jusqu'au mois de juin. Donc le 49.3 est toujours sur la table pour dérouler. Mais je crois que le gouvernement l'exclut. Moi, je n'y suis pas opposé, parce que si le Parlement a l'intention de s'autodétruire en créant un écran de fumée devant le vrai débat, eh ben dans ce cas-là, il faudra qu'on en sorte par le haut. Bien, on va pas en débat avec les mains cachées dans le dos. Le premier tour des élections... plusieurs points sur lesquels nous n'avions aucune réponse. Le premier tour des élections municipales approche, c'est le 15 mars. Les municipales, cap ou pas cap, les ambitions sont différentes d'un parti à un autre. On va accueillir Frédéric Saïz, éditorialiste politique à France Culture. Bonjour Frédéric. Bonjour Francis. Et évidemment, on va revenir sur le coup de tonnerre dans la campagne des municipales de Paris. Le candidat à La République En Marche, Benjamin Griveaux, qui a démissionné après la publication d'une vidéo à caractère sexuel. L'ex-candidat a porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Et on va commencer par Patrick Mignola. Agnès Buzyn ferait une très bonne maire de Paris. C'est ce que vous avez déclaré, Patrick Mignola, il y a quelques instants. En pleine crise hospitalière, avec la vigilance sur le coronavirus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage à ce que la ministre de la Santé consacre une partie de son agenda à une campagne électorale? Je vous l'ai dit, moi je crois qu'on a un système de santé qui fonctionne très bien. Elle est une remarquable ministre de la Santé, mais nous pensons depuis longtemps qu'elle pourrait être une très bonne maire de Paris. On est dans une situation qui, même sur le plan démocratique, est très compliquée. On vient d'assister à un assassinat numérique. On va y revenir. On a besoin de redonner un espoir, et à Paris, il y a 75% des gens qui veulent changer de maire. Mais est-ce qu'elle peut faire les deux, ou est-ce qu'elle doit démissionner de son poste de ministre de la Santé pour faire campagne? Je crois qu'elle est tout à fait en capacité de pouvoir conduire la campagne et de rester au gouvernement. On a besoin de nous donner un nouvel espoir à Paris. D'un mot, l'annonce, ce sera quand? L'annonce, j'espère que ce sera d'ici ce soir, peut-être demain. Il faut se donner le temps, parce que, vous savez, non seulement il faut choisir la bonne personne. Quand on élit un maire, on élit le taulier, celui à qui on confie ses enfants et son chéquier. Mais il faut être aussi en capacité de penser les rassemblements autour d'elle. Et Cédric Villani, non, c'est hors de question. Mais il faudra que le rassemblement se fasse. Alors peut-être avant le premier tour, peut-être après le premier tour. Mais forcément, c'est en rassemblant large qu'on pourra gagner. Mathilde Panot, la question qui se pose va bien au-delà de la municipale parisienne, évidemment, avec la diffusion de vidéos intimes qui aboutissent à l'abandon d'un candidat. Il y a eu beaucoup de lois autour des choses qui peuvent s'écrire sur Internet, la loi sur les fake news, la loi également sur la haine en ligne, votée récemment à l'Assemblée nationale, loi que vous n'avez pas votée à la France Insoumise. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il faut légiférer davantage, ou est-ce que finalement ces choses-là ne peuvent plus s'empêcher aujourd'hui?
Non, on ne le regrette pas parce que ça ne répond pas, par exemple, à la situation dont on parle sur M. Griveaux. Évidemment, c'est condamnable. Quand on fait de la politique, il y a des lignes rouges et on fait de la politique sur des débats argumentés et pas sur de la vie personnelle. Et nous avons été nombreux et nombreuses à la France Insoumise à le dénoncer. Mais sur les lois dont vous parlez, la loi fake news, la loi contre la haine sur Internet, nous ne sommes pas d'accord avec la méthode qui est utilisée parce qu'il y a déjà des lois qui existent pour pouvoir condamner ce genre d'agissement et ce genre d'appel à la haine qui existe. Mais qui ne fonctionne pas, visiblement. Oui, non, mais alors là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de déposséder le pouvoir judiciaire, qui pour nous devrait avoir, pour le coup, le pouvoir de décider si on sanctionne ou non, pour le transférer aux plateformes privées, que ce soit Facebook ou d'autres, qui décideront avec des algorithmes qui sont extrêmement problématiques. Il y a eu de nombreux appels, d'ailleurs, de militants, d'activistes à refuser cette loi, et qui, du coup, ne sont pas notre conception comment on lutte. Et justement, l'heure est à protéger la liberté d'expression. Autre question que ça suscite, cette affaire. Au cœur de l'affaire, vous avez vu que c'est l'activiste russe Piotr Pawlenski qui a révélé, qui a diffusé ces vidéos. Il était exilé politique en France. Depuis mai 2017. Député LREM qui dit qu'il faudrait finalement le renvoyer, ne plus accepter cet asile politique. Est-ce que vous y êtes, vous, favorable ? Non, je suis en total désaccord avec ça, y compris en condamnant, parce que, justement, les conventions internationales, c'est de savoir est-ce qu'on donne le statut de réfugié politique à quelqu'un s'il est en danger dans son pays, ce qui est évidemment le cas. C'était un opposant à Vladimir Poutine. C'est un opposant à Vladimir Poutine. Donc, il faut mettre en place les mesures législatives pour punir ce qui a été fait dans ce qui est illégal, et il y a un arsenal qui existe déjà, mais on ne doit pas remettre en cause son statut de réfugié politique. Patrick Mignola, même question. Politique, c'est contre les droits humains. Non, on ne peut pas remettre en cause un statut de réfugié politique, c'est évident. Même dans cette affaire-là. Il doit être jugé. Il doit être jugé. Justement, il y a des lois. Il faut déjà appliquer les lois. Alors comment vous comprenez que Bruno Questel, qui est La République En Marche, dise à longueur de plateau il faut qu'il soit exilé ? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, j'aime beaucoup Bruno Questel. Il a tort de dire ça ? Je pense qu'il a tort. Nous vivons dans un état de droit. Toutes les démocraties sont en danger aujourd'hui dans le monde. C'est à nous de montrer l'exemple et de respecter l'état de droit. Il a fauté, ce qu'il a fait est condamnable, il doit être condamné. Et au-delà de ça, la France doit être aussi capable de se donner les moyens de plus d'indépendance numérique. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, de temps en temps, on est obligé de sous-traiter notre protection de la vie privée à un certain nombre d'opérateurs. Demain, on a des GAFA européens pour ne pas être dans la main des GAFA américains. Mathilde Panot, Emmanuel Macron a dit hier à Munich, en Allemagne, que la Russie allait continuer à essayer de déstabiliser la vie politique d'autres pays, et notamment de la France. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous craignez, vous, cette déstabilisation de la Russie que dénonce le président ? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je vous rappelle que lors de l'affaire Benalla, notamment, Emmanuel Macron avait ciblé des bots russes qui auraient diffusé des tweets et des messages sur la question de l'affaire Benalla, ce qui n'était absolument pas le cas. Vous dites quoi ? C'est le coupable facile, la Russie ? Oui, enfin, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas, on n'a aucun, on va dire ça comme ça. Nous n'avons aucun ami quand il s'agit de cyberdéfense sur des questions de démocratie. Nous pouvons avoir des alliés éventuellement, mais pas d'amis. Donc il faut défendre la souveraineté dessus. Et moi, je ciblerai aussi les États-Unis qui, justement, avec Snowden notamment, avaient montré que nous avions une surveillance très forte de l'Europe et des dirigeants européens sur des questions économiques. Et si on avait notamment protégé Alcatel, on aurait encore une souveraineté sur cette question. Donc évidemment, il faut protéger la souveraineté, mais je crois que c'est un peu facile de cibler uniquement la Russie telle qu'il le fait. La vidéo a été relayée par le député élu dans la vague de LREM, Joachim Son-Forget. Qui l'a quitté. Il a relayé, qui a quitté ce parti. Selon vous, Patrick Mignola, est-ce qu'il doit être convoqué et rappelé à l'ordre à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il faut sanctionner ce député qui a relayé cette vidéo ? Moi, je crois que la justice doit se saisir de ce cas, parce que celui qui faute, en l'occurrence M. Pawlenski, c'est effectivement une faute, mais celui qui relaye fait aussi une faute. Même s'il dit, c'est pour prévenir le candidat. Non, mais attendez, c'est pas la peine de se raconter les trucs. Il a voulu faire parler de lui en relayant. Mettez-vous à n'importe quel autre endroit de la société. Une jeune fille dont l'ex-petite amie balance des images sur Internet. Ceux qui relayent sont aussi coupables que celui qui les a mis en premier. Et donc je crois que Joachim Son-Forget, si demain la justice se saisit, si moi je dois me prononcer sur sa levée d'immunité parlementaire, je le ferai. Au-delà de la justice, au niveau de l'Assemblée nationale, faut-il des sanctions ? Est-ce que Richard Ferrand doit le convoquer ? Oui, Richard Ferrand peut le convoquer, mais je pense que dans l'ordre. Justice, levée d'immunité parlementaire, condamnation éventuelle, je pense qu'il faut juste remettre un peu d'ordre dans ce pays. Il faut qu'on se remette la tête à l'endroit. Et dans ce pays, il y a aussi l'Assemblée nationale. Une petite parenthèse, on a parlé des élections municipales, on va voir pendant qu'on parle, avant de passer à autre chose, la liste des autres candidats
aux élections municipales à Paris, puisque vous savez que le CSA nous oblige à une équité. Donc les voici par ordre alphabétique, écologiste, indépendant, LR, RN, indépendant, PS, la France Insoumise et le dissident La République En Marche. Voilà, c'est fait. La proportionnelle aux élections législatives, vous vous en souvenez, Patrick Mignola, c'était l'une des conditions de l'accord entre François Bayrou et Emmanuel Macron en 2017. Introduire une part de proportionnelle à l'Assemblée pour qu'il y ait une meilleure représentation de l'ensemble des partis. Ça n'est toujours pas le cas au moment où l'on parle, comme si cette promesse avait été oubliée. Pour vous, ça a été totalement oublié par le président de la République. Pour mettre la proportionnelle aujourd'hui, parce que non seulement c'était un accord Macron-Bayrou, mais c'était aussi une grande demande des Gilets jaunes l'année dernière. Je pense qu'il faut penser une réforme institutionnelle dans sa globalité, avec la réduction du nombre de parlementaires, avec une évolution de la Constitution et avec un Parlement plus fort. Qui détient la clé aujourd'hui? Pas seulement l'Assemblée nationale, le Sénat aussi. Si demain Gérard Larcher nous dit « on est d'accord pour travailler, pour revitaliser nos institutions », alors on pourra le faire. Et nous, évidemment, on soutiendra la proportionnelle. C'est mal parti. Ça a l'air mal parti parce qu'à chaque fois, les conditions évoluent au Sénat. Mais je crois que Gérard Larcher est un grand républicain et que dans le moment qu'on est en train de traverser, il peut peut-être revoir. Un mot, vous y croyez encore? J'y crois encore et ce sera un des combats de ma vie, la proportionnelle, parce que c'est comme ça qu'on représente le mieux les gens. Mathilde Panot, vous soutenez vous aussi la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Pourtant, vous ne voterez pas, vous ne voudriez pas voter cette révision constitutionnelle. Il faut rappeler que ce n'est pas que parce qu'il y a un problème avec le Sénat que cette réforme constitutionnelle n'est pas passée. C'est aussi parce qu'il y a eu l'affaire Benalla qui l'a arrêtée. Ça, c'est la première des choses. Oui, nous sommes favorables à la proportionnelle, mais nous ne sommes pas favorables à faire un énième petit changement de la Constitution de la Ve République. Parce que la Ve République, elle organise l'exclusion du peuple des décisions politiques. On leur demande de voter une fois tous les 5 ans. Et entre-temps, le monarque présidentiel fait ce qu'il veut. Donc nous sommes favorables à une constituante, c'est-à-dire que le peuple réécrive lui-même les règles du jeu pour aller vers la 6e République. Merci Frédéric d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. Dans une semaine, le premier réacteur nucléaire de la centrale de Fessenheim va être arrêté, avant un arrêt complet de la centrale d'ici la fin de l'année. Fessenheim, Mathilde Panot, est-ce que c'est un vrai symbole, un vrai tournant écologique du quinquennat ? Non, parce que Fessenheim s'est annoncé depuis déjà extrêmement longtemps sa fermeture. Oui, enfin c'est bien, mais sauf que le gouvernement est en train de parler de réouvrir des programmes nucléaires et que concrètement, nous sommes dans un moment où il y a un refus d'interdire le glyphosate, on continue les accords de libre-échange qui augmentent le déménagement du monde et les émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par quoi la transition écologique pour vous ? Et on ne fait pas la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons besoin. J'ai par exemple publié une tribune aujourd'hui sur la bifurcation, sur l'éco-construction. On pourrait réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur le secteur du bâtiment si on faisait de l'éco-construction, bois, terre, paille et pierre. Avec des experts, avec des architectes qui avec signent des experts, des artisans, cette tribune. Et ce serait justement un moyen de reprendre le pouvoir aux bétonneurs. Patrick Mignola, est-ce qu'il y a un tournant écologique là ? Je crois qu'il y a un tournant écologique dans le quinquennat, effectivement, mais je pense qu'il y a une vraie urgence climatique et que dans l'urgence climatique, on doit avoir de l'énergie décarbonée. Donc le nucléaire en fait partie, même si c'est pas populaire de le dire, comme l'hydroélectricité, comme les barrages. L'accord de libre-échange avec le Vietnam. Il faudrait être capable, demain, de se chauffer, de se déplacer avec moins de carbone. Il faut qu'on fasse moins de gaz à effet de serre pour que la température ne continue pas de monter. Vous refusez l'interdiction des panneaux publicitaires lumineux, qui sont une mesure de sobriété immédiate et facile. Mais alors, je ne fais pas de jeu de mots sur les panneaux publicitaires, Mathilde Panot, mais franchement, ce n'est pas le sujet. Il faut changer le paradigme de la production énergétique. Oui, non, mais vous ne le faites pas depuis 2 ans et demi. C'est fini. Mais on en reparlera d'écologie, bien entendu. Merci Mathilde Panot. Merci Patrick Mignola d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolin.